va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro, Elisabeth Lévy, Philippe Alfonsi, Jean-Bernard Hébé et Gérard Miller. Ah, il y a eu des sifflets pour vous, Gérard, je les ai entendus. Non mais attendez, il y a une quand je dis pour contre vous, je pense. Non, c'est des sifflets d'amour. Les sifflets, ça peut être admiratif. Absolument. Ah oui. Absolument. Laurent, je vous le précise, nous sommes aujourd'hui le vendredi. Oui. Dernier vendredi du mois d'avril de l'année 2006. Parce que j'ai reçu beaucoup de mails à la suite de votre émission de télévision d'hier. Laurent pensait hier que nous étions mercredi et un certain nombre d'auditeurs sont inquiétés sur sa santé psychique. Oui, parce que ça commence comme ça. Pour vous, ça a commencé exactement comme ça. Non, moi c'était les mois. Hein? Moi c'était les mois. Vous pensiez que la gauche était au pouvoir, voilà. C'était la droite. Non, ça c'est vous qui pensiez que la gauche était au pouvoir, cher Gérard. Bon, ça commence fort cette affaire-là. Aujourd'hui, je vais mieux. Je suis encore plus fatigué qu'hier. Et d'ailleurs, nous sommes dimanche, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, tout va bien. Jusqu'à midi, parce qu'à midi on change de jour. Hein, ça va bien. On est 16h30. Oui, c'est vrai. Isabelle Motro. Et ben voilà, le deuxième. Ouais, j'ai pas à l'aile ce matin. J'ai l'impression cet après-midi. Un troisième. J'en tiens 3. J'ai l'impression d'être dans un asile de fous, là, depuis le début. Ouais. De quoi Et tu sais à quoi on reconnaît un asile de fous, c'est notamment le type qui est absolument convaincu qu'il ne l'est pas, n'est-ce pas, Jean-Bernard? Le chef de l'asile s'appelle Gérard Miller, qui soigne tout le monde. Mais non, mais ça fait 10 fois que je la raconte, mais c'est la plus belle histoire, drôle et la plus courte d'ailleurs que je connaisse depuis que j'ai l'âge de 10 ans, mais je trouve que c'est la plus poétique aussi en même temps, hein. Gérard, je crois que vous l'aimez bien aussi cette histoire, c'est le fou qui essaie de se sauver de l'asile, il est là, il escalade le mur de l'asile, il arrive en haut du mur, puis il voit des passants dans la rue, il fait, mais vous êtes combien là-dedans? Elle est absolument magnifique. Elle est très belle. J'adore cette histoire. Valérie m'envoie un mail pour me dire j'adore votre émission. Ben voilà, ça tout va bien, tout Mais c'est continue. Valérie Mérès, non? Non. Je ne peux l'écouter que sur le chemin du retour du bureau à partir de 17h15. Et là, les gens doivent me prendre pour une cinglée lorsque j'explose de rire seul dans ma voiture, parfois jusqu'aux larmes. Oh, Valérie, quand même. Ça fait tellement de bien. Il n'y a pas un jour où il y a une faute de casting. Tous les sujets abordés, sympas, légers, même les sujets graves, vous le faites comme il faut. Grâce à vous, je finis toujours mes journées de boulot dans la bonne humeur. Un grand merci à tous. Voilà, ça c'est. Et le elle genre dit du mal de personne. Voilà, ça c'est le genre de mec qu'on aime. Enfin non, d'ailleurs, c'est un peu chiant ce mec. Monsieur Ruquier, vous remercierez Jean-Bernard Hébé d'exister. Ah voilà. Oh, faut qu'on me Grâce à Dieu, c'est Signé Dieu. Non, c'est Laurence. C'est Laurence qui le dit. Ah, Jean-Bernard Hébé, quand vous êtes dans l'émission et que j'ai un empêchement pour l'écouter, eh bien, je sais que je ne loupe pas grand-chose. Et cela me console un peu. Et c'est signé Jean-Bernard Hébé, ta gueule. Voilà. Oui. Tout simple. À monsieur Pierre Martin me dit, il y a longtemps que je n'avais pas eu un tel fou rire quand vous avez passé l'autre jour le disque de Pierre Gilbert qui se moquait des yéyés. C'est vrai qu'on continue à nous réclamer ce disque. Alors je vous le dis, lundi 1er mai, il y aura un best-of de cette émission Va se gêner puisque c'est un jour férié, chômé, et nous rediffuserons lors des best-of, François Renucci me l'a promis, nous rediffuserons cette chanson des yéyés pour tous ceux qui n'ont pas pu l'enregistrer parce qu'on nous réclame où acheter le disque nulle part parce que à part chez les collectionneurs aux puces on peut pas trouver ce disque contre les yéyés. Très très drôle, c'est vrai, un peu long ma foi, mais vous le réécouterez dans les best-of lundi 1er mai, voilà pour ceux qui le désirent. Quelle discrétion, quel tact, quel charisme. Ça peut être qui, ça? Il n'y a pas 36 personnes. Enfin un mail pour Philippe Alfonsi. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est Laurence qui écrit pour dire je le sais, voilà. je l'ai Une vu en femme. plus, j'étais dans le public vendredi dernier, derrière Valérie Mérès, à qui d'ailleurs j'ai prêté mon gilet car elle avait froid. Bref, pas un mot de trop de la part de monsieur Alfonsi, des remarques appropriées. Alors comment s'étonner qu'il reçoive si peu de mails comme n'importe quel autre, car il est toujours à sa place, jamais un mot plus haut que l'autre, juste des choses intelligentes. Ce n'est pas lui qui se serait mêlé de cette discussion à la con de la chasse au thon comme les autres membres masculins Ça, de c'est cette vrai. émission. Non, voilà, Philippe Alfonsi, lui, c'est un homme bien. Effectivement, il devrait de temps en temps se lâcher. Pour y remédier, il n'est pas trop tard.
Vous pourriez peut-être lui organiser une petite sauterie avec quelques copains, une chasse aux octogénaires ou aux veuves, ou aux employés d'Europe 1, que sais-je. Creusez-vous les méninges, dévergondez-le. Voilà, il nous racontera peut-être ensuite ce qui lui est arrivé. Philippe Alfonsi, c'est un homme. Moi, je le savais. Mais est-ce que c'est une candidate au dévergondage de Philippe Alfonsi? Moi, je savais qu'il fallait le garder, Philippe Alfonsi. Vous voyez, parce que il finirait par plaire, oui. mais c'est vrai, c'est quelqu'un, voilà. Ah oui. Alors Miller, voilà, bravo alors. Ah, Gérard. Écoutez, moi je souris parce que je connais Philippe un peu dans l'intimité, et c'est le contraire même de ce qui vient d'être décrit. C'est-à-dire, je vous assure que passer 11 heures quand il est habillé en drag queen, qui monte sur les tables et qui chante l'international, c'est un spectacle que nul n'oublie. mardi dernier, Elisabeth Lévy nous a appris que lorsqu'elle était jeune, il y a bien longtemps donc... Oh bah ça c'est gracieux, tiens, ça commence bien. Et d'ailleurs, mardi dernier, j'étais pas là, donc déjà, il délire, votre auditeur. Elle allait se cacher dans les toilettes pour fumer, ça vous l'avez dit. C'est vrai. Ah, voilà. Je voulais lui demander, pour le bien des auditeurs, si elle ne voulait pas aller à nouveau fumer dans les toilettes de 16h30 à 18h aujourd'hui. Moi, je suis fasciné que les gens C'est prennent Maurice le temps. Choucroune, boucher charcutier dans le 20e arrondissement. Oh, et puis c'est gracieux, tiens, ça. Je viens de découvrir sur un forum lillois qu'il y a pas mal de spéculations sur le départ de tel ou tel chroniqueur pour la saison prochaine. Ah oui. Leur dernière trouvaille, ce serait que Gérard Miller quitterait votre émission. Mon GG, rassurez-moi, c'est un canular. Dites-moi qu'il reste. Si GG se retire, je kidnappe Stevie. Ça fait deux bonnes nouvelles d'un coup. Félicitations à vous Laurent et à vos chroniqueurs tous fort sympathiques, positifs, drôles, constructifs, qui forment une équipe homogène, sauf un, Gérard Miller, qui avec ses airs supérieurs, son absence totale de bon sens, son étroitesse d'esprit, son manque d'humour et ses pauvres idées politiques, est complètement en dehors de tout. C'est un être prétentieux, triste, arrogant, négatif, tout le contraire de votre émission Laurent. Alors virez-le. Ah, il y a eu un ouais. J'aime bien ces lettres-là. Moi, je les prends vraiment pour des lettres tendres. Ah oui? Ah oui, franchement. Cela dit, il faut dire aux gens, à propos des rumeurs, qui sera là, qui ne sera pas là, que la seule personne qui sait quoi que ce soit là-dessus, c'est vous, Laurent. Eh oui. Et C'est encore. vous qui détenez toutes les clés. Et seuls Allez, les on se retrouve après la pub. Alfonsi, Miller, Hébé, Motro, Lévy. C'est On va se gêner. L'écart d'âge dans les couples s'est réduit depuis les années 50. Ce sont des dernières statistiques que publie la presse ce matin. L'écart d'âge dans les couples est passé de 2,8 ans en moyenne dans les années 50 à seulement 2,3 dans les années 90. Il y aurait en moyenne que, voilà, vous l'avez compris, 2 ans d'écart, alors qu'il y avait plutôt 3 ans d'écart avant. C'est pas grand-chose, la différence. Mais les hommes restent de toute façon plus âgés que leurs conjointes dans la plupart des cas. Telles sont les conclusions de cette étude de l'INSEE. Les gros écarts d'âge sont en progression et la part des couples où la différence est d'au moins 10 ans, 10 ans d'écart, est quand même de 14%. 14% des couples ont 10 ans d'écart. C'est beaucoup? Moi, j'avais fait augmenter la statistique, moi, tout seul. Je comprends pas comment la statistique peut augmenter d'une part et se réduire d'une autre. Enfin, Qu'est-ce que vous voulez dire? c'est-à-dire qu'à la fois il y a l'écart se réduit, mais en même temps il y a plus d'écarts énormes. Qui se reproduisent. C'est une question de moyenne et d'extrême, Non, parce Isabelle. que les vieux sont de plus en plus jeunes. Un petit cours de Des statistique. gens comme pour Gérard Isabelle. et moi, nous sommes statistiquement assez vieux. Souvenez-vous, Bob Dylan disait ne faites jamais J'aime confiance. statistiquement. Mais oui, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a plus de 30 ans. Gérard et moi avons largement 35. dépassé cela. Si ça ne t'ennuie pas de faire des phrases sans me mêler Oui, à chaque fois, vous nous mêlez à vos histoires. Mais Laissez-nous non, mais- tranquilles, et nous donc, on est bien. nous. Avant, déjà quand vous pensez qu'on réclame la retraite à 55 ans, ça fait déjà 20 ans que Gérard serait à la retraite et moi à peine quelques années. Vous savez Mais que donc- Malraux a écrit un truc invraisemblable. Il a écrit après 40 ans, est terminée la vie affective et sexuelle. Ah ouais, mais lisez pas elle, parce que maintenant, dans tous les magazines, on vous explique justement, que la c'est ce vie que je suis en commence train à de vous 50 ans. Non, ce qui est bien, Ça ce a qu'ils ne beaucoup disent changé pas, quand c'est même. que enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on dit dans les magazines. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se prennent des quinquagénaires qui se prennent des petits jeunes. Oui. Ça, c'est pas Sharon mal. Stone, par exemple. Ça, c'est intéressant. Quand le couple se forme après l'âge de 25 ans, les hommes sont plus âgés que leurs conjointes dans les 2/3 des cas. Quand même. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Ça veut dire que vous êtes avec un petit jeune en ce moment, Elisabeth Lévy? Mais je ne vous le dirai pas. On ne peut rien savoir de la vie privée Je d'Elisabeth me permets quand Lévy. même de faire remarquer que
dans une grande partie de notre littérature, et notamment dans le théâtre comique par exemple, c'est un grand classique, l'homme âgé qui épouse une petite jeune, etc. Donc il n'y a pas de doute que ça s'est multiplié, notamment, ça s'est Mais non, mais c'est l'inverse qui est moins classique. Non, mais bien sûr, mais par rapport à la statistique que donnait Laurent, ça fait très longtemps qu'il y a cet écart d'âge. Souviens-toi de l'école des femmes. Par exemple, voilà. Non, mais c'est plus grave que ça, Elisabeth. C'est que généralement, dans la littérature, et notamment comique, c'est que quand c'est une jeune femme, c'est une jeune maîtresse, n'est-ce pas? Pour un homme. Tandis que pour une femme, on dit, c'est un gigolo. Ce qui est beaucoup plus vexant, je trouvais beaucoup plus agressif. Moi, je dis, alors je ne sais pas si vous serez d'accord, quand on aime, on aime. Et que, moi, j'aimerais être consensuel aujourd'hui. Mais surtout, il y a un truc qui est terrible, c'est que... Je sais pas si ça te va bien, Gérard. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on va s'en lasser rapidement. Quand une femme est avec un homme extrêmement jeune, on dit que c'est une femme libérée. Et quand un homme est avec une femme très jeune, on dit que c'est un pédophile. Ou enfin, je trouve qu'il y a une différence de jugement. Vous fréquentez des drôles de gens. Oui, il y a une différence de jugement. Des drôles de trucs. Moi, je dis quand l'amour est là, quel que soit, il faut. Ça y est, c'est le révérend père Gérard Miller. L'affaire Clearstream, ça au moins, hein. Il n'y a pas trop d'amour là-dedans. Beaucoup de suspicions, en tout cas, entre Sarkozy et Villepin, qui ne se parlent quasiment plus, même s'ils ont déjeuné hier. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont fait que manger. Oui, ça serait sympathique. Ça doit être sympa comme déjeuner. J'aurais voulu voir comment se passait ce déjeuner, oui. Elisabeth Lévy. Non, mais moi, je trouve qu'il y a un truc extrêmement rigolo dans cette affaire, en dehors de l'aspect règlement de compte à hockey choral dans le gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'affaire Clearstream. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a jamais pu prouver, depuis le début, ça fait des années, que Denis Robert raconte n'importe quoi, que dans ses livres, il n'y a pas l'ombre d'une preuve. Et comme il a démarré en jouant le type qui est pourchassé contre la grande finance, alors évidemment, tous les journalistes ont foncé dès le départ. Enfin, pas tous d'ailleurs. Je me rappelle, Le Monde avait été assez critique d'ailleurs, et tout le monde avait dit c'est affreux, Le Monde ne protège la grande finance, mais il y a rien. Il se trouve que c'est une banque qui fait de la compensation. C'est une institution assez sérieuse. Clearstream, c'est une banque qui fait de la compensation entre banques. Et alors, sauf à reprocher à France Télécom que des terroristes utilisent le téléphone, je veux dire, pour fomenter des attentats, je veux dire, on peut pas, il n'y a jamais eu de condamnation de Clearstream dans des histoires de blanchiment. Et depuis le début, par contre, les histoires du corbeau, tout ça, c'est parfaitement vrai qu'il y a des manips derrière, il doit y avoir des histoires de services absolument croustillantes. Et depuis le début, il y a absolument zéro condamnation de Clearstream. Il y avait encore un portrait de Denis Robert hallucinant dans Libération hier, le présentant comme un chevalier blanc, enfin, et il y a rien dans ces bouquins. Et en plus, il ment comme un arracheur de dents à chaque fois, en disant qu'il est pourchassé, qu'on a essayé de l'interdire, c'est faux. Donc il y a pas d'affaire Clearstream. Alors par contre, il y a une affaire Sarkozy-Villepin. Voilà. Oui. Parce que évidemment, le corbeau, est-ce que ce serait le Premier ministre? Est-ce que Nicolas Sarkozy lui en veut vraiment? Manifestement, oui. Si on en croit, vous avez peut-être entendu dans la revue de presse de Michel Grossière l'extrait qui reprend en fait des propos de Jean-Louis Debré. Et là, alors là, il faut quand même dire que c'est quand même assez gratiné ce qu'a dit Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, aurait dit: Sarkozy a mis une balle dans la tête de Villepin. Il veut lui en mettre une seconde tout de suite pour être sûr qu'il soit vraiment mort. Villepin lui estime qu'il est loin d'être fini et veut mettre 2 balles en plein cœur de Sarko. Ça, on se sent, c'est vraiment hockey choral. Hockey choral. On sait que c'est à ce point-là, mais comment on peut déjeuner ensemble alors dans ces cas-là? C'est encore mieux. Un type qui a une balle dans le cœur, un type qui a une balle dans la tête peuvent parfaitement s'entendre. C'est pas non plus impossible. Laurent m'avait expliqué un jour que quand vous virez quelqu'un, vous le déjeunez avec. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est le modèle Ruquier, il a dû vous entendre. Ça tient toujours le déjeuner qu'on a après. Cela dit, hier soir, Sarkozy n'a pas dit tellement de mal de Villepin à la télévision. Pas tant que ça, non. Non, il a dit du mal de Perben, mais pas de Villepin. Il a regretté que Perben ne l'ait pas prévenu un petit peu plus tôt. Perben était ministre de la Justice. Voilà, qu'il n'y ait rien dans le dossier. Parce que maintenant, il est au transport, Perben. Hein. Oui. Il casse des cailloux. Où est la vérité là? Et Michel Alliot-Marie, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Alors la pauvre, on l'a attendez, elle était prétendante au poste de Premier ministre. Oui. Donc elle a dû laisser passer la rivière passer le flot sur la rivière. Sur Alliot-Marie, on dit qu'elle était au courant, qu'elle aurait pu faire quelque chose et qu'elle ne l'a pas fait, ce qu'elle ne dément pas, dit-on. C'est-à-dire disculper Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui, c'est ça qu'on laisse entendre. Je ne sais pas si c'est vrai, évidemment. Mais là, elle laisse entendre que c'est monsieur de Villepin qui aurait voulu lui faire porter le chapeau à elle, alors qu'elle est absolument pour rien dans toute cette histoire. Quelle ambiance. Oh là 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 là. Et alors, alors il paraît qu'elle demande à déjeuner avec... pour se faire virer. Mais je vous jure, avec monsieur de Villepin, et que pour l'instant,
malgré plusieurs propositions, hein, c'est Ludovic Vigogne qui le raconte dans Le Parisien, malgré plusieurs propositions d'Alliot-Marie, le Premier ministre n'a encore pas accepté de dîner avec elle. Mais c'est amusant, c'est-à-dire que ça, Elisabeth Lévy le sait peut-être plus que nous, puisqu'elle travaille quand même dans le monde du journalisme plus directement. Est-ce qu'il y a toujours des officines comme à la grande époque gaulliste? Je rappelle pour les plus jeunes, par exemple, qu'il y a eu un immense scandale à un moment donné contre, par exemple, Pompidou, avant qu'il ne soit président de la République. On avait raconté notamment que Pompidou, sa femme, Alain Delon et d'autres avaient des partouzes. Enfin, il y a eu toute une série de... L'affaire Markovitch, notamment, puisque Markovitch a été trouvé mort. Enfin, il y a eu toute une rumeur, mais monstrueuse contre ça a été plus loin que ça, même. Moi, j'ai vu circuler dans les rédactions à l'époque des photos montages. Des photos, voilà. Mais moi, je les ai vues aussi, des photos montages où on voyait effectivement Madame Pompidou dans des situations incroyables. Et Pompidou, lorsqu'il avait été élu, gardait sur lui un petit carnet, ce qu'on raconte, sur lequel il avait le nom de tous les gens qui avaient été dans ces officines-là. Est-ce que ça existe toujours des officines capables de dégommer des gens par des rumeurs? Je travaille pas du tout sur les histoires de police et tout, mais l'impression que j'ai, c'est plutôt qu'en ce moment, il y a des guerres de police absolument effrayantes, quoi. Ils viennent de virer le directeur DRG. Nicolas Sarkozy vient de changer. Je pense que c'est plutôt là que ça se joue que sur des officines, mais j'en sais rien. Pardon pour ceux qui sont autour de cette table, parce que je ne vois pas beaucoup d'amateurs de football, mais l'événement quand même du week-end, c'est le match Paris Saint-Germain-Marseille demain soir au Stade de France. Mais parfois la politique se mêle au football, puisque le président Chirac a prévu évidemment d'assister à cette finale. Il sera même normalement sur le terrain au début de la rencontre, non pas pour jouer, hein, mais pour saluer. Comme d'habitude sur le banc de touche. Non, mais pour saluer les différents footballeurs, c'est la tradition. Mais c'est la finale de quoi? La finale de la Coupe de France de football. Le président, depuis des dizaines d'années, normalement, descend et va saluer les joueurs de chaque équipe un par un. Et on redoute beaucoup ce moment demain au Stade de France, mais pas forcément sous les applaudissements. Jacques Chirac craint les sifflets, nous dit-on, après la crise du CPE. Le président battant des records d'impopularité. Jamais un président n'est descendu aussi bas dans les sondages. Et évidemment, on a pensé peut-être annuler ce moment où le président devrait descendre, non pas le match, sur la pelouse. Et a priori, même s'il risque de se faire copieusement siffler, soupire un proche, il n'est pas question d'annuler ce cérémonial. L'année dernière, il y avait pourtant eu un précédent. Quelques jours après l'échec du référendum sur la Constitution européenne, Chirac avait déclaré forfait. Il faut dire que la finale, c'était Auxerre-Sedan. C'était un match qui était tout aussi important parce que ça restait la finale de la Coupe de France, mais moins prestigieux. Les équipes étaient moins charismatiques. Deux clubs comme ça, Auxerre-Sedan. Le président s'est dit, oh bon, après tout, je n'y vais pas. Mais la PSGOM, il ne peut pas ne pas y aller, mais il y a des risques. Il y a des risques. Alors, mais il a qu'à faire ce qu'il fait d'habitude. Pourquoi il va pas avec un masque? Non, avec des packs de Corona. Il distribue des packs de Corona à tout le monde. Il va être élu, ovationné. Alors, est-ce qu'on sait pour qui il est comme équipe? Parce que j'imagine qu'officiellement, il ne doit pas le dire, mais officieusement... Écoutez, je pense qu'ancien maire de Paris, il est plutôt PSG. Paris Saint-Germain. Ça me paraît assez logique, cette affaire-là. Moi, je crois qu'il n'en a plus rien à faire, surtout. Il va pas être élu à rien, donc il peut être ce qu'il veut. C'est déjà un miracle qu'il soit encore en place. Cela dit, c'est un hasard assez étonnant, donc que ce soit au MPSG, la finale de la Coupe de France. D'habitude, il y a toujours une petite équipe sortie derrière les... Oui, je suis très, très fière de... Très bien. Merci, Elisabeth. Elle est en forme, notre Elisabeth. Il y a quelque chose qui a changé dans la vie d'Elisabeth Lévy. Moi, je vous le dis, ça se voit le petit jeune. C'est le petit jeune. C'est le fameux petit jeune. Ah oui, les petits jeunes. Il vaut mieux 2 de 20 qu'un de 40, hein, ça c'est sûr. Il y a eu un canular hier au Camp des Loges. Le Camp des Loges, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient autour de cette table, c'est là où s'entraîne l'équipe du Paris Saint-Germain. Et il y a non pas des animateurs, mais comment on pourrait appeler ça, des fantaisistes de l'émission de Canal+ qui passe le samedi midi, qui se sont présentés pour faire un canular. Ils sont venus déguisés en supporters de l'OM PSG, c'est-à-dire comme s'ils étaient supporters des deux clubs, et ils ont mélangé tous les chants. Ils sont arrivés en criant, par exemple, Paris, on t'OM, ou on va s'aimer de la Canebière aux Champs-Élysées, on va s'aimer, histoire que voilà, tout le monde se réconcilie. Et ça amuse beaucoup les supporters. De Canal+, oui. Si t'es fier d'être Marseillais, t'es Parisien. Si t'es fier d'être Marseillais, t'es Parisien. Si t'es fier d'être Parisien, si t'es fier d'être Parisien, si t'es fier d'être Parisien, t'es Marseillais. Pom, pom. Quelle a été la réaction des joueurs? La réaction a dérouté. Voilà ce qu'on nous dit.
Ouais. Ça a dérouté. Non mais alors là, moi, je ne vais pas louper ce match demain soir. Gérard, vous allez regarder Bien quand sûr, même. bien sûr. C'est un match hyper important. Qu'est-ce Mais- qui se passe? On va voir, je Allez-y, teste allez-y. les capacités Non, footballistiques de Gérard Aucun Miller. risque. Allez-y. Si à la fin des 90 minutes, Alors, vous pouvez pas le faire sous forme plutôt d'un QCM, c'est-à-dire qu'il faut que je réponde à une des... si à la fin des 90 minutes, c'est 0-0, 1-1 ou 2-2 entre le PSG et l'OM. Alors, il y a à ce moment-là Le le but tir au but. d'or. Non, des Le but prolongations. d'or, non Des prolongations C'est pas ce d'abord, qu'on appelle Gérard. le tie-break. Prolongation. Prolongation, absolument. Et à la fin des ensuite, prolongations le tir au but. Le tir au but, c'est 5 buts. Voilà. Et il Bravo. faut donc avoir le maximum de points sur ces 5 buts. Exactement. Et si au bout des 5 buts, c'est 5-5 ou 4-4, 3-3 ou 2-2, Alors là, vous C'est me là le but posez d'or, une- hein. Pile non. face. Là, c'est la première équipe qui rate Qui marque. le penalty qui rate, qui voilà. est éliminé. Moi, je suis passé en deuxième année, j'en suis déjà au coup franc. Ah non, ça je suis Ah, un incapable coup franc, de il dire faut ça. Ah non, non, coup c'est franc. compliqué. Justement, j'y arrive. J'arrive au cours de coup franc, là. Ah oui, donc t'as pas compliqué, commencé le coup encore. franc. Non, avec votre jeune footballeur. Oui, c'est le jeune footballeur. Ah, voilà, ça y Il est en est. pleine grippe aviaire Ça et il y est. sort avec des poussins. On va se gêner jusqu'à 18h aujourd'hui avec Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Elisabeth Lévy, Gérard Miller et Jean-Bernard Hébé. Le Clémenceau pourrait rester 2 ans en rade de Brest. On ne l'appelle plus vraiment le Clémenceau. Maintenant, c'est Le Stevie. Le, Appelez plus jamais Clémenceau. le Stevie. Steve, c'est très Un joli. jour, peut-être, il aura un autre porte-avions. Ça n'est pas impossible. C'est pas possible. Non, non, non. Quand il sera secrétaire général de l'UMP. Sûr. Quand ce sera une barge. Ce n'est plus qu'une coque baptisée Q790, le Clémenceau, attendu à partir du 15 mai. On s'approche de la date fatidique dans le port de Brest. Et il pourrait y rester près de 2 ans pour y subir une série d'expertises en vue de son désamiantage. Vous pensez que ça va être bien accueilli à Brest d'avoir le Clémenceau pendant 2 ans comme ça? Bah oui. Oui. Bah, vous vous rendez compte le nombre de jobs que ça va faire? C'est pour ça qu'ils l'ont. Enfin, c'est pas pour ça qu'ils l'ont ramené, Non, mais ils c'est l'ont quand vrai même que ramené parce qu'ils n'arrivaient pas à le ils faire n'arrivaient ailleurs. pas à hein. le fourguer ailleurs, évidemment. C'est une aubaine financière. 126 personnes, hein, le nombre augmente chaque jour. 126 personnes ont finalement ingéré les fameuses pilules minceurs dangereuses. Ah non, mais c'est atroce. Le pharmacien est poursuivi. Il est même placé en garde à vue depuis hier matin. Il devrait être déféré aujourd'hui au parquet. Quand même, c'est beaucoup, hein, 125 Oui, personnes. mais attendez, là, il y a quand même une grave question qui Ouais. se pose. On est en train, tout le monde, c'est haro sur le baudet sur le pharmacien qui a fait les pilules. Mais il les a bien fait sur des ordonnances. Non, mais c'est pas seulement ça, c'est Il que s'est non. peut-être trompé. Alors, non, il y a des Comme ordonnances. dans La vie est belle de Mais Capra. quel est le toubib qui a prescrit Non, ces pilules? est-ce que ça n'était pas un produit minceur qu'on achetait sans ordonnance? dont il y a de Non, la non, pub mais- dans les journaux Non, Parce et que c'est le c'est pharmacien qui le fabrique. Alors je dis menons l'enquête. Oui. Mais ne condamnons pas trop vite. Oui, il est présumé Et vous vous innocent rappelez, jusqu'à maintenant. Ouais, Il est présumé innocent. Vous vous rappelez frère pas dans Laurent. La vie est belle de Capra, il y a un pharmacien comme Oui, ça frère, qui... sœur Oui, Elisabeth. J'allais dire frère Racontez-nous, parce que moi, alors, je ne me Ah non, souviens pas. d'abord c'est un très beau film. Mais non, c'est Oh, un vieux c'est un monsieur film qui est pharmacien et je sais pas, il apprend que son fils est mort à la guerre en Europe et donc il fait une préparation, il se mélange complètement les pinceaux et il y a James Stewart qui n'est pas encore James Stewart parce que c'est un petit garçon qui est son commis et qui voit qu'il s'est trompé. Je veux dire, et qui donc le sauve. Et en fait après, parce que tout le propos du film c'est une idée extraordinaire, c'est qu'à un moment tout va très mal pour lui, donc là il est adulte et tout ça. Et il a un ange gardien qui lui tombe du ciel, alors qu'il est un peu clodo et tout ça. Alors il dit, oh là là, c'est bien ma chance d'avoir un ange gardien aussi foutraque. Et l'ange gardien a une idée géniale pour le sauver, parce qu'il a envie de se suicider. Il lui montre ce que serait le monde sans lui. Et dans ce que serait le monde sans lui, il y a ce pharmacien qui serait en gros clochardisé. Et puis qui aurait fait des morts. Voilà, qui aurait fait ça, mais qui aurait été en prison. Et qui Vous êtes serait- libre pour la chronique cinéma du vendredi? Elle est pas mal, hein, finalement. Mais elle est bien, puis surtout de parler de la vie De La vie est belle, c'est- c'est un des plus beaux films Ah du monde, ouais, vraiment. Olivier de Kersauzon a battu avec son maxi trimaran Geronimo le record de la traversée de l'océan Pacifique en équipage. Moi, alors, ce qui me surprend dans ce genre d'infos, parce que j'ai vu ça hier au journal, c'est qu'on nous dit qu'il est arrivé, qu'il a établi un nouveau record, mais moi je me souviens pas qu'on nous avait dit qu'il était parti. C'est-à-dire Ah qu'il oui est parti 12 fois, il s'est arrêté à chaque fois parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Et donc là, Ah oui la 25e fois, quand il est parti, Vraiment, tout le monde c'est s'en est passé, foutu. Vous vous souvenez de son départ? absolument. C'est-à-dire que oui, Ah oui. c'était il y a une dizaine d'années, il était officiellement
tellement. Bon, entre-temps, il est Vraiment, revenu. vous êtes sûr de ce que vous Ah dites, oui, Jean-Bernard absolument. Il est parti plusieurs fois et il s'est arrêté parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Et il est revenu à terre. mais Donc attendez. au troisième faux départ, les gens ne s'y intéressent plus et un jour Il y a est parti. 14 jours, vous vous souvenez qu'il y a 14 jours, on nous a dit Non. Olivier Kersauzon s'en va. C'est ce que je vous dis. C'était il y a 3 mois. Il est parti une première fois il y a 3 mois, puis après il y a 2 mois. Enfin, je sais pas, il est parti 2 ou 3 fois. Oui. Et à chaque fois, ça s'est arrêté. Au début, on en parlait beaucoup. Ah. Et maintenant, là, il est parti dans l'anonymat le plus absolu il y a 14 jours. Oui, mais alors c'est trop facile. Peut-être qu'il est parti il y a 2 mois et que... Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle contrôlé. ça Bah bien oui. sûr. Non mais c'est ça, moi je me dis, mais il est arrivé, il a battu le record. Mais pour nous dire qu'il a battu le record, faut Le nous mec, dire il- quand il part, parce qu'autrement moi j'ai pas confiance. Soyez S'il y a rassurés. des gens qui l'ont vu partir, qu'ils envoient un mail. Déjà, il y a Bouvard qui l'a vu partir. Vous lui faites confiance. Non. La foire de Paris ce week-end, plus de 730 000 visiteurs sont attendus pour cet événement. C'est ce matin que ça a démarré. C'est le temple de l'aménagement de la maison. Si vous voulez voir Jérôme Bonaldi ce week-end, vous savez où le trouver. C'est à la Chirac. foire de Paris. Non, je suis très content de mon Bonaldi, très fier de lui, parce que ce matin dans le Parisien, il y a une page entière de toutes les nouveautés qu'on va pouvoir voir à la foire de Paris ce week-end. Et sur les 10 produits qu'on nous montre, il nous en a au moins montré 5 ou 6 à la télévision cette semaine. C'est-à-dire qu'il vraiment, il était Ah, mais il est pointu. à la pointe du truc, Jérôme. Dieu sait Ah non, si mais vous l'avez... est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la douche programmée? Oui. C'est pour déclencher des buses hydromassantes dorsales latérales. Non, Alors, c'est est-ce que pas très quelqu'un peut compliqué. m'expliquer Bah, ce ça que sont des remplacera ton buses petit jeune. hydromassantes? Ça Franchement, remplace le elle petit commence à jeune. s'intéresser à des trucs auxquels elle s'intéressait Ouais. pas avant. Il y a vraiment du changement. Toi qui étais un peu. Avant, elle se risqué. touchait pas, Elisabeth Lévy. On la voyait arriver. Bon, là, regardez, elle est toute pimpante, elle est coiffée. Alors, il y a quelque chose. Bah oui, je me Quand suis le acheté un pur peigne. esprit s'intéresse aux buses, il y a Mais quelque voilà, chose de pas elle va clair. pas tarder à s'intéresser au four encastrable. Non, ça, le four USB, c'est beaucoup plus rigolo. Alors le four USB, Bonaldi nous l'a présenté. Vous mettez une petite clé, la clé de votre ordinateur dedans, et le four. Quel focus, Laurent. Vous dites, je suis ravi qu'il ait présenté ça. Chaque fois que le malheureux présente un produit en plateau, Laurent dit, ça ne sert à rien. Le four USB. Vous avez commencé par dire, mais ma clé Je USB. continue à penser que ça sert à rien. Mais hein. vous n'avez même pas, non, ça c'est terrible. Vous n'avez même pas cherché à Qu'est-ce que... comprendre. Non, écoutez, À on va quoi ça expliquer, sert, on va alors expliquer à quoi ça sert pour ceux qui Avec n'auraient pas bonne- vu. Non, Vous mais- mettez la petite clé qui Mais sert pas de du- passer d'un ordinateur à l'autre, généralement pour transmettre des données. Cette petite clé, vous la mettez dans ce four USB, et si par mail vous avez avant mis sur cette petite clé USB la recette d'un plat que vous avez envie de préparer, vous mettez la clé USB dans le four, vous mettez le plat que vous avez quand même, il faut quand même le Ah oui. préparer vous-même. Ah, le bah plat. oui, mais alors. Mais la clé USB calcule, écoutez bien, calcule le temps de cuisson. Mais c'est écrit sur la recette, le temps de cuisson, on n'a pas Je suis besoin de d'accord avec je vous. peux me permettre. Mais là, C'est pas absurde. Mais ce vous êtes truc. d'une mauvaise foi absolue. Je ne fais pas la cuisine, mais j'ai compris ça. Il y a un certain nombre de plats où on vous dit, faites cuire pendant 5 Je minutes. ne fais pas la cuisine, Ah oui, mais oui, je suis. j'adore comment ils se vantent. Je Laissez-moi. fais pas la cuisine, Mais moi. hein. je compte la faire un jour. Je sais vous que c'est explique. très in maintenant. Oui, on ne peut même pas expliquer les choses dans cette émission. Vous avez des recettes expliquées Bonaldi. On vous dit, faites cuire pendant 5 minutes, puis laissez reposer un quart d'heure, puis ensuite reprenez à telle température, puis à telle autre. Et il dit que tout ça est programmé et que ça évite effectivement d'être devant son four, d'éteindre au bout de 5 minutes, de rallumer, d'augmenter la température. Donc vous avez le programme entier de la recette dans votre four. Mais C'est- qu'est-ce qu'il mange? Parce que je vois pas trop, il y a Moi, pas non, des plats énormément comme de ça, j'en recettes connais pas comme ça. beaucoup. Il faut hein. monter, descendre, machin. Franchement, C'était un exemple que je vous donnais. Oui, mais de vous n'avez pas l'utilité. d'autres. Est-ce Et qu'on peut donc, expliquer quant à la Gérard Miller recette, au lieu d'avoir à se faire chier, à noter tout ce que vous devez acheter, par exemple, pour aller chez le mais ça commerçant. fait partie du plaisir, ça on voit bien que tu Mais fais pas la cuisine. C'est pas la question. Vous faites envoyer par SMS sur votre portable tout, et vous allez chez le commerçant, vous avez tout noté à ce moment-là sans faire votre petite liste. Vous avez déjà tout noté. Donc- Et le contact, Gérard Miller. C'est autre chose. Le plaisir de dire bonjour à la crémière. Mais bien entendu, mais ça, vous n'êtes Et pas la obligé. crémière, hein, connaît de son ne pas- sourire, Vous n'êtes pas obligé etc., d'acheter. etc. Vous hein. n'êtes pas obligé de parler en même temps de vos produits. Vous pouvez parler à ce moment-là de la pluie, du beau temps avec la crémière. Non, mais franchement, c'est Non, ça- parce ça que la m'amuse. crémière, elle a une clé USB qu'elle te met dans un orifice dans lequel Et t'as elle la a... météo pour 10 jours. Voilà, après elle a devant lui la Mais, météo. mais non. Le pire, c'est le jour où... où ce seront les commerçants qui eux-mêmes seront avec un ordinateur et tout. Alors, c'est le jour où vous ferez tomber votre monnaie à la boulangerie et qu'il y aura une voix d'ordinateur qui fera
Ça repousse pas, hein, monsieur. Là, on sera arrivé, mais alors. Mais vous imaginez qu'il y aura encore de la monnaie? Mais où est-ce que vous êtes, Laurent? Il y aura plus de monnaie, évidemment. Un peu de musique avec Art Mengo. C'est Jean-Bernard Hébé qui nous a amené le dernier album d'Art Mengo. D'abord parce qu'Art Mengo sera sur scène à l'Élysée-Montmartre jeudi soir prochain, 4 mai. Et vous avez adoré son nouvel album. Mais c'est pas ça, je voulais réparer 2 injustices. La première injustice qui est la plus importante, c'est que vous m'accusez toujours de dire du mal des chanteurs ou des disques. Et je voulais aussi dire qu'il y avait des tas de chanteurs qui étaient absolument formidables, dont Art Mengo, dont on parle pas énormément. Et c'est dommage, parce que c'est un formidable chanteur. Il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Entre mes guillemets. Il est en tournée en ce moment. J'écoute ça tous les matins dans la salle de bain. Je trouve ça absolument formidable. Et puis la deuxième injustice, c'était donc le fait qu'on ne parle pas assez d'Art Mengo. Comment j'ai fait pour parler de moi à propos d'Art Mengo? Quelque chose qui est bien parti hier, c'est le site de l'INA désormais accessible à tous. Il y a même eu un bug, c'est-à-dire que il y a trop de connexions, 3 millions de connexions aux environs de 10 heures du matin, 6 millions de connexions à 19 heures. Ouais. Sur ce site de l'INA, on peut revoir les émissions d'antan, celles qu'on ne peut plus voir nulle part, sauf parfois quelques extraits dans l'émission d'Arthur, les enfants de la télé peut-être, mais hélas trop souvent toujours les mêmes. Là, il vous suffit de cliquer, je sais pas moi, admettons Gérard Miller, et vous voyez les débuts de Gérard Miller à la télévision. C'est vrai, Gérard. Vous vous rendez compte, autant de technologie pour avoir ça, Gérard Miller à la télévision. C'est fou, quoi, c'est fou. Non, mais il faut quand même, ça prouve une chose. Un gros succès, énorme succès. Alors, moi, j'ai essayé de me connecter hier, parce que vous savez pourquoi tout le monde veut se connecter, parce que jusqu'à maintenant, les archives de l'INA, qui sont la propriété de l'ensemble des Français, puisque c'est nous qui avons payé toutes ces émissions, c'est l'Institut National des Archives audiovisuelles, et c'était pas disponible. Alors quand on allait à l'INA pour voir quelque chose, ça coûtait une fortune, on pouvait rien voir. Ça l'était déjà un peu, pardon de vous interrompre, mais il se trouve que moi... À la BN Non, en septembre dernier, pour préparer le spectacle de Marie Laforêt, c'est comme ça que j'avais découvert ce site, mais c'était pas encore tout à fait accessible au public. C'est-à-dire que quand vous aviez une société de production audiovisuelle, vous pouviez obtenir un code, et avec ce code que vous tapiez sur votre ordinateur, et c'est vrai que d'un seul coup, j'ai découvert, j'étais chez moi, j'ai passé, je comprends pourquoi ça a bloqué hier. Quand vous vous branchez là-dessus, je cherchais moi des images de Marie Laforêt à travers ses différentes chansons pour faire différentes séquences dans des émissions de promo du spectacle, et j'ai commencé, il était 22h, je suis resté jusqu'à 5h du mat là-dessus. C'est-à-dire que c'était tellement ahurissant les images qu'on retrouvait. Bon, alors moi, mon sujet c'était Marie, mais on voyait Marie Laforêt dans des émissions mais invraisemblables, mais il y en avait des centaines, et dans des tenues les plus diverses, avec les animateurs les plus variés, des choses en noir et blanc, des choses en couleur. Et je comprends que si vous avez envie de vous brancher là-dessus, mais vous restiez là-dessus. Ça est gratuit, alors je ne l'ai pas fait. Alors c'est gratuit dans 90% des cas, et puis il y a autrement quelques euros à payer pour certaines émissions pour lesquelles il y a des droits d'auteur à reverser. Ah non, mais attendez, il y a toujours des droits d'auteur, c'est-à-dire que ça c'est pour usage privé. Si vous voulez le diffuser, il y a des droits d'auteur. Ah mais ça, de toute façon, oui, mais il y a pas de droit d'auteur en consultation. Il y a quand même un paiement pour certaines émissions spécifiques, je crois 5 ou 6%. Oui, mais là, Laurent, vous me décevez beaucoup. Pourquoi? Mais parce que, est-ce que vous imaginez ce que c'était avant d'aller voir une grand-mère ou un grand-père, le contact humain, et de leur dire, alors racontez-moi, grand-père ou grand-mère, ce que c'était tellement mieux, tellement mieux. C'est-à-dire que maintenant, quand tu mets ta clé... fort, ce Miller, c'est pour ça qu'on le garde, hein. Quand tu mets ta clé USB dans ton grand-père, il fait aïe! Hier dans Libé, il y avait une photo, ça par exemple j'allais voir, mais j'avais déjà vu quelques extraits parce qu'il se trouve que justement Marie Laforêt y participait de temps en temps à l'époque, en 67, l'émission des grands enfants de Carpentier. Et là il y a une photo hier dans Libé, quand même ça donne envie d'aller voir, où les participants de l'émission, qui était une émission de jeu, où on s'amusait dans des jeux de société. C'est l'ancêtre des grosses têtes. Oui, on peut dire ça. Pas tout à fait, parce que c'est quand même il y avait quand même des vrais concours, des vrais jeux à faire. Oui, il y avait des vrais cons. C'est ça que vous alliez dire. Mais là, je vois sur la photo Jean Poiret, Francis Blanche, Jean-Yann, Maurice Biro, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Sophie Desmarais, enfin une belle équipe. Ça vous donne envie d'aller voir pour vous marrer, quoi, 2 secondes. Bon, alors il faut dire que parfois les choses ont bien vieilli. On se rend compte que on a la nostalgie de certaines émissions, et quand on les revoit, on se dit bon, finalement c'était pas si terrible, ou aujourd'hui ça ferait plus rire en tout cas. Non, c'est vrai. Non, mais même pour les grandes émissions mythiques, je veux dire, si elles sont pas un peu repackagées aujourd'hui, moi je me souviens, j'ai un souvenir extraordinaire, incroyable, c'est quand des groupes avaient pris la deuxième chaîne.
il nous rassemble, il nous dit les petits enfants, il faut regarder 5 colonnes, on va voir ça tous ensemble, il faut refaire un magazine comme ça. Il avait donc fait venir 5 de Lina, colonnes à la une. 5 colonnes à la une. Il a fait venir quelques émissions de Lina comme ça, et puis il a commencé à les projeter. Et au bout de 5 minutes, il a dit bon, écoutez, on arrête et je vous explique. Ça avait vieilli, bien sûr, ça avait vieilli. Bon, et pourtant c'est une émission, encore que vous la regardez aujourd'hui, absolument mythique et formidable, mais repackagé c'est mieux. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait il y a quelques années sur Planète. Les images vieillissent plus que le texte. Et vous pouvez lire un livre du XVIIe siècle et vous faites pas chier s'il est bon. Vous regardez un bon film, même d'il y a 30 ans, ben je vous assure que la plupart ont vieilli. Moi, je vous assure, je fais à la maison, je l'avais raconté à Isabelle avec mes enfants qui grandissent et donc pour maintenir un peu l'activité familiale, je fais un ciné-club toutes les semaines. C'est-à-dire que nous faisons un dîner familial avec les enfants. Les gosses là diront putain c'est jeudi. Mais non, et nous passons. Moi j'ai piscine, hein. Je t'assure qu'ils sont ravis, mes enfants. Mais vous êtes incroyable. Et j'en ai parlé à Isabelle, et je vous montrerai la liste, on passe des films plus anciens. On peut venir nous aussi. Mais tu fais un petit discours avant le film, absolument. comme le mec Oui, c'était ça le plaisir, c'est que je fais un petit discours avant. Et Habillé en Casimir. Il y a un repas, et après, et je trouve une bonne initiative, parce que les enfants, à un moment donné, ça leur suffit pas parce que certains n'habitent plus chez moi. Et ceux qui ont 40 ans viennent aussi, finalement. Non, j'en ai aucun qui ait 40 ans. Et donc, je vous assure que, par exemple, j'ai passé à mes enfants et à des amis divers qui étaient là, par exemple, Pierrot le Fou, que j'adorerais comme film de Jean-Luc Godard, et je vous assure qu'ils se sont fait chier, mais du début jusqu'à la fin, alors qu'ils sont plutôt ouverts. Moi, et j'ai revu Pierrot le Fou récemment, t'as raison. C'est terrible. C'est terrible, tellement c'est ennuyeux. Et qu'est-ce que ça c'est formidable, mais il faudrait que ça fasse 20 minutes. Il y a certaines scènes qui sont formidables, mais surtout ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on voit à quel point nous, on a évolué. C'est-à-dire à quel point on comprend tellement vite les choses, à quel point on a une lecture de l'image. Non, c'est vrai, on n'est pas complètement idiot. C'est très vrai ce qu'elle dit. Justement, t'as tort. Justement, c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est que réellement, souviens-toi, enfin, je sais pas si t'as eu ces conversations-là, mais moi, je les ai eues avec ma grand-mère, qui était incapable de lire une bande dessinée. Non pas qu'elle n'aimait pas ça, parce qu'elle avait l'esprit assez ouvert, mais elle comprenait pas l'ellipse. Et nous, l'ellipse, mais c'est un truc. Tu regardes les enfants d'aujourd'hui, t'as pas besoin de leur expliquer les choses. Ils ont compris, quoi. C'est-à-dire, ils lisent plus un bouquin, mais ils ont compris. Mais c'est pas ça. Ils comprennent les images. Je parle d'images, hein. C'est pour ça que je prenais la BD comme exemple. Voilà, mais attention, Isabelle, là, vous avez dit tout à l'heure vous-même que La vie est belle, c'était un film formidable. Alors voilà, c'est ce Il y en que a j'allais quelques-uns dire. qui ne vieillissent pas. C'est ce que ça. j'allais Moi, je vais dire. vous dire, on a regardé des moi, Charlots ensemble. On a regardé des Charlots. Il y avait un Charlot que je n'avais pas vu, qui était Charlot. Les Charlots en Espagne ou des Non, trucs non, comme ça. non, les Charlie Chaplin, je vous assure, j'étais frappé que même les petits regardent ça avec passion. Charlie Chaplin, ça n'a pas vieilli. C'est Buster ça qui est Keaton. étonnant. Ça, c'est vrai Buster qu'il y a des Keaton, choses. Moins pas bien. vieilli. Eh ben, c'est un peu Les vieilli. Tex Avery, moi mes filles sont folles de Tex Oui, mais là, Avery. Mais ça, c'est c'est- des je sais dessins pas, animés. Regarde Hitchcock, excuse-moi, je Hitchcock, ça a rarement vieilli Ou aussi. Orson Welles. Non, mais franchement, c'est ça. c'était fait de briques et de broc. Il y a la moitié des films d'Orson Welles qui sont vraiment bricolés. Tu Fenêtre regardes ça, sur c'est- cours, ça reste un chef-d'œuvre. Ouais, voilà, C'est donc, le- Non mais c'est ça, c'est on ce peut pas qui est, tirer ce qui est une règle intéressant de- aussi, c'est justement de regarder aujourd'hui. Et c'est vrai, moi c'est un exercice auquel je me livre souvent avec mes enfants, de regarder des trucs. Et c'est vrai que À mon avis, ils vivent souvent, ensemble. Ouais. Mais attends, tu peux pas. La littérature, Il y a c'est des la même choses qui chose. Il y a vieillissent des pas. livres qui ont dû avoir un grand succès au 19e siècle qui nous tombent des Oui, mains. mais ce qui est très Il y a ce qui étonnant- traverse le temps et ce qui ne traverse pas. Ce qui est Mais très il y a beaucoup étonnant, plus c'est de que choses en littérature, ce qui est franchement. très étonnant, c'est que Capra, on pourrait se dire, est plus ancien que Godard. Reprenons l'exemple de Pierrot le Fou. Et ben c'est Godard qui a vieilli. Je vous inviterai un jour à mon ciné-club. Mais que vont dire tes enfants? Oh, ils seront ravis. Ils seront ravis. Ils seront ravis, enfin, d'autres Qu'il y ait du gueules. monde. Dans un instant, on parlera d'un premier roman, Les Lacets Rouges. Au Seuil, c'est signé Lucas Bernard. C'est le livre de la semaine. Pour nous, ce sera après la pub. Je vous ai promis un premier roman. C'est un premier roman, Les Lacets Rouges au Seuil. C'est signé Lucas Bernard. Allez, qui commence peut-être pour pitcher le livre, Elisabeth Lévy? Allez. Oui, si vous voulez. Alors attendez, parce que je l'ai lu il y a une semaine en fait, donc j'essaye de me rappeler des prénoms. Comment il s'appelle ce jeune homme? Il y a un jeune homme qui vit dans une famille bourgeoise. Je me rappelle plus très bien ce qu'il fait. Il travaille pas dans le cinéma, quelque chose comme ça. Bref, Ça commence bien comme pitch. Oui, pour le non, pitch. bref, ce jeune homme, un jour, donc, je sais pas, s'énerve parce qu'il y a un connard à klaxon, comme il dit, ou c'est ça, un connard Oui. à klaxon dans la rue, qui klaxonne, et, je sais pas, il descend, il s'énerve, ça tourne mal, il le tue. Félix, voilà, il s'appelle Félix. Bon, il le tue, et donc, alors, je sais pas, il y a un procès, et au milieu de son procès, il se tire, alors que il est libre, hein, il comparaît libre à son procès, et il part au milieu, et il va dans une ville de montagne, en fait. Et là-dessus, il rencontre dans cette ville une sorte de fille un peu étrange qui s'appelle Anne, et qu'il appelle Tête de Paille, et s'instaure entre eux une relation assez étrange.
Ils vont partir dans une espèce de cavale et dans une espèce de, je sais pas, road movie en Savoie. Voilà. Il se passe pas grand chose. Je sens que vous n'avez pas aimé ça. La façon dont vous pitchez le livre. Ah ça, alors pour donner envie de ne pas le lire, c'est gagné. Non mais je reconnais d'abord, il y a une écriture, c'est vrai, il y a une écriture. Donc je reconnais que c'est pas, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, mais moi j'aime bien quand les livres parlent du monde un peu. Moi les livres comme ça intimistes qui parlent simplement d'une histoire comme ça, je trouve ça assez enquiquinant. Mais ça c'est un goût personnel quoi. Moi j'aime quand les livres me disent quelque chose sur le monde dans lequel on vit. Moi j'étais assez emballée au début parce que son personnage est assez intriguant, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, il y a un puzzle comme ça qui se reconstitue sur ce meurtre parce qu'on apprend très vite qu'il a tué quelqu'un et on se demande vraiment comment ce jeune homme qu'on voit évoluer a pu tuer quelqu'un de ce qui semble assez paisible. Et puis on comprend par la suite. Mais c'est vrai que c'est un connard à klaxon. Voilà, il le dit à un moment donné. Mais c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage, c'est que tout ce talent d'écriture est au service d'une histoire qui se délite un peu et c'est dommage parce qu'on aimerait qu'il se passe quelque chose de plus consistant, voilà. Philippe Alfonsi. J'ai trouvé ce livre très très fort parce que précisément il est très troublant. Bon, c'est un livre qui liquide la morale, qui liquide une quantité de choses dans laquelle nous allons tous les jours et nous prenons nos distances, etc. Bon. Et là, tout d'un coup, hop, il y a un type qui tue par hasard, qui rencontre une fille qui, elle, tue parce que c'est une vraie criminelle. Et au fond, la seule chose qu'il tue réellement, ce garçon, c'est un chien, d'une façon épouvantable. Bon. Et il tue quand même l'autre type aussi, Philippe. Oui, mais bon. Il a pas fait exprès, d'accord, mais bon. Bah oui. Non, c'est un crime de hasard. Mais en revanche, il se laisse pénétrer par cette idée du crime. Et c'est ça qui l'habite tout d'un coup. C'est comment, en définitive. Mais il y a quelque chose qui, je vais faire une comparaison extrêmement il va nous dire Dostoïevski dans 2 secondes. J'allais vous parler de L'étranger. Il y a quelque chose. Non mais c'est la même mécanique. Il faut dire 2 choses sur ce livre. D'abord, c'est un objet parce que quand on aime les livres, cette collection est bâtie sur le coup de cœur de l'éditeur qui reçoit des dizaines et des dizaines. Il a 25 ans le type. Voilà, reçoit des dizaines de manuscrits, écrit, flash pour celui-là, le présente lui-même d'ailleurs. C'est déjà un objet original d'un jeune type, premier roman. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, c'est la question du meurtre, c'est-à-dire de quoi chacun de nous est-il capable. Voilà. Ce jeune homme, rien ne le prédestinait, pas plus, pense l'auteur, que n'importe quel d'entre nous. Il tue. Il rencontre quelqu'un qui a l'air, au contraire, d'être criminel, je dirais, par vocation, d'être criminel pour d'autres raisons. C'est donc la confrontation aussi de ces 2 criminels totalement différents, de leur amitié, de leur amour, de leur rapport un peu ambigu. Enfin, ce qui est un petit peu surprenant par rapport à ce que disait Elisabeth, c'est qu'il n'y a pas de psychologie. C'est-à-dire qu'on ne comprend absolument pas qu'est-ce qui mène finalement chacun de ces personnages. Donc il faut accepter ce principe-là. Il n'y a aucune clé psychologique. Voilà, il n'y a aucune clé psychologique. morale. C'est ça qui est l'origine. Et ça, c'est très, donc très on curieux. est plus confronté à l'écriture même et à la description qu'à la psychologie. Jean-Bernard Hébé. Alors moi j'ai beaucoup aimé la façon d'écrire mauvais signe. de ce garçon parce qu'en fait c'est un enfant du siècle, c'est un enfant du rock et c'est surtout un enfant du cinéma parce qu'en fait il écrit comme les films de David Cronenberg, c'est-à-dire qu'au début on est complètement perdu parce que chaque paragraphe qui n'est pas très long, une quinzaine de lignes, raconte une histoire différente. Alors au début on est complètement paumé, enfin si ce n'est différente, en tout cas simultanée, un petit peu comme dans Collision, le film qui vient d'avoir l'Oscar Et qui vient de sortir en DVD. Et qui vient de sortir en DVD. Il raconte une histoire. Alors, est-ce que son histoire est vraiment passionnante de meurtre, de j'ai tué, je n'ai pas de morale je dirais qu'à la limite, je m'en fous. Ce qui était intéressant, c'était sa façon d'écrire, que j'ai trouvé extrêmement moderne. C'est quand même bizarre de nous dire que ce qui est intéressant, c'est la façon d'écrire qui est comme ci ou comme ça, mais pas le propos. Mais c'est le propos aussi, enfin. Le propos. C'est un pur truc de forme. Non, ce type, effectivement, est également extrêmement moderne, ce qui veut pas dire automatiquement que c'est bien quand c'est moderne, il n'y a pas de culpabilité, je tue parce qu'on a l'habitude dans les jeux vidéo, on a l'habitude dans la vie, on a l'habitude au cinéma. Mais si, il a une distanciation totale par rapport à ce qui se passe. Puisqu'on citait Camus tout à l'heure, quand on lit Camus justement sur le, il y a toutes les introspections du personnage. Là, on ne les a pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas justement qu'est-ce qui se passe pour ce personnage qui pourrait nous ressembler. C'est plutôt positif quand même. C'est intéressant. C'est pas du tout nul. C'est pas le type est certainement intéressant. Il a vraiment un regard. Enfin, en tout cas, il a 25 ans en plus. Donc, mais non, mais j'ai pas dit qu'il fallait le jeter à la poubelle. Et alors, Alexandre avait conquis le monde à 26 ans.
grisant. Il est grisant, voilà. Ça s'appelle les lacets rouges. Vous pouvez expliquer le titre, peut-être, pourquoi les lacets rouges? Bah, tous les gens qui font de la randonnée auront compris. Les lacets rouges, c'est les lacets des chaussures de randonneur. Ah oui, alors ce que j'ai bien aimé, moi, dans ce livre, c'est justement, c'est la montagne, en fait. Et c'est assez quand rare. quand il décide de fuir avant son procès, en fait, il part en montagne parce que ça fait écho pour lui à des souvenirs d'enfance et il met des chaussures de randonnée et des lacets rouges. Premier roman de Lucas Bernard, Les lacets rouges, plutôt quand même bien accueilli autour de cette table, avec quelques réserves pour Isabelle Motro et Elisabeth Lévy sur le contenu, le propos, mais en tout cas, pour ce qui est de l'écriture, plutôt conseillé. D'ailleurs, je vois que j'ai fait une erreur. En fait, c'est pas Félix qui travaille dans le cinéma. J'ai mélangé avec ce qu'on dit de l'auteur sur la 4e de couverture. Qui, lui, c'est travaille Lucas dans Bernard lui-même qui travaille dans le cinéma. Voilà, c'est au Seuil dans la collection Écrire les lacets rouges. Lucas Bernard, on se retrouve après la pub. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Ah, et je crois que c'est une bonne cuvée là. Les Beatles contre la Bamba. Il faut dire que les Beatles se seraient inspirés de ce célèbre chant traditionnel mexicain au départ, la Bamba ta 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 ta. Et c'est vrai que quand on y pense, mais on va vérifier en écoutant, ça ressemblerait à Twist and Shout des Beatles, c'est bien ça? Il faut juste préciser que c'est pas une chanson des Beatles, bien que ce soit un de leurs premiers grands succès. C'est une chanson qui avait été créée 3 ans avant par un groupe américain, les Isley Brothers. Et voilà quoi, et ça date de 1960, alors que la Bamba est sortie en version rock en 1959, mais le truc est beaucoup plus ancien. Richie Valens. Ça date du siècle d'avant. Exactement, Richie Valens et les Beatles, comparons. La Bamba! Si, moi je dis bravo, Serge Liado. Gérard Miller fait la moue. Oui, Vous faites la moue, Gérard. Oui, je fais la moue parce que je me dis, est-ce que c'est pas la guerre. Est-ce que c'est pas la version rock qui fait ça? C'est parti les accompagnements, la sonorité d'ensemble, même s'il y a... Jean-Bernard. En tout cas, il y a un truc. Oui, C'est oui, que il n'a pas tort. Hein. à peine on met les Beatles c'est leurs tout premiers enregistrements. C'est vrai. Tout le monde bouge sur sa chaise. Paulette a commencé à se secouer derrière la glace. C'est vrai aussi pour Même la les Bamba, plus notez jeunes. bien. Oui, non, on a commencé par les Beatles. C'était incroyable de voir la voix de Lennon, de savoir qu'à l'époque, je sais même pas si la stéréo existait. C'était enregistré sur un 2 pistes. C'est une mono, oui. Elle a été. Voilà, c'est en mono. C'est 3/4. On se retrouve à la coda et en avant. Et la pulsion extraordinaire qu'avaient les Beatles, C'est c'est Lennon qui prodigieux. chante, C'est là. Lennon qui chante là. Oui, en une seule prise, hein. Une seule prise. Voilà, une seule prise, mais par la Comme narine Claude gauche. François. Oui. La Bamba, Twist and Shout. Non, c'était une belle démonstration. La chanson Flash est aussi une démonstration, mais du danger du nucléaire, peut-être. Oui, je vais parler de ça. Tout le monde est au courant depuis 20 ans, l'Iran travaille à la bombe atomique clandestinement. Dans des bases secrètes, on fabrique les ogives, des armes de destruction massive. La CIA a dit faut attaquer l'Iran. Mais dans ce rapport, il y avait une frappe de frappe et blanc. Comme à la place du N, il y avait un cas. Ils ont attaqué l'Irak, ces cons-là. Ah, c'est superbe. Alors là, bravo. C'est pas mal. Ah oui, super. Bravo, Serge, c'était un bon vendredi, vous voulez que je vous dise? Ça vaut pas les Beatles, mais je fais ce que je peux. Allez, à lundi, bon week-end. À lundi. Ah, ce soir, c'est la dernière des célébrités. Sortez-moi de là, dans la jungle. Ça n'a pas marché aussi bien que TF1 l'espérait.
convenablement, on va dire, mais pas autant. Faut dire que ça a duré que 2 semaines, c'est ça l'avantage de cette émission. Foucault et de Chavannes dans la jungle, et bon, eux s'en sont pas si mal sortis. D'ailleurs, ce sont surtout les people qui ont un peu déçu le public. Reste, en tout cas, que ce soir, on connaîtra le nom du gagnant ou de la gagnante. Il y a 4 finalistes. Les 4 derniers à rester dans la jungle, les autres ont été éliminés par les téléspectateurs, sont quand même, ça c'est intéressant. Loana, toujours elle, quand même. Les gens l'aiment, cette Loana, mais j'en reviens pas, moi, encore. Loana, Richard Virenque, pareil, quand même, il est aimé du public, manifestement. Marielle Guachel, toujours là, je pense que les gens l'ont gardé parce qu'ils aiment bien entendre râler de temps en temps et que ça met un peu de vie. Et Philippe des To Be Free, mais là, je pense que c'est pour la douche uniquement. Vous avez réalisé qu'il y a que des losers. La France n'aime que les poulies d'or. En quoi Marianne Guachel est-elle une loser? Parce elle n'est plus les To Be Free. Elle a été une célébrité. J'étais une célébrité dans les années 20. Enfin, ça va. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, la France est quand même un peu immunisée, non, contre la télé-réalité. Ça marche pas si bien que ça, franchement. De moins en moins, en tout cas. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est plutôt une bonne nouvelle. Franchement. Mais Loana, expliquez-moi le succès de Loana. Alors là, 95B. Non, 95B. Un seul chiffre, 95B. Mais pas du tout. Je trouve que c'est absolument logique que Loana, c'est une fille qui a un physique avantageux et qui est quand même avantageux. Non, je la trouve même pas belle. Oui, mais elle justement, est ce qu'on appelle bonne, quand, voilà. Voilà. Et puis elle est du coup, elle est accessible, on va dire. Et moyennement finance. Et elle a un passé romanesque à souhait, quoi. C'est un bon résumé, Gérard. Je n'ai pas vu cette émission, donc je regarderai dans. Faites pas des petites réunions pour la famille. Je regarderai dans les archives de l'INA dans 20 ans. Mais Loana, dis-nous quelque chose. Loana, je l'ai rencontrée, je vais parler. C'est amusant parce que bon, moi, alors je me moque de tout ça. Et en regardant votre émission sur France 2, là, invité Loana, etc. Bon, j'étais en train de zapper. Je suis resté. Parce que dans votre émission, vous l'avez plutôt... Mais il y a longtemps, ça, alors. Comment il y a longtemps? Ah oui. Il n'y a pas tellement longtemps. Si, on n'a pas eu... Quand on a reçu Madame Alliot-Marie, ça n'a rien à voir. Mais non, je t'assure que je ne la confonds pas avec la On n'a pas eu Loana sur notre plateau depuis son livre, depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Non? Oui, peut-être, mais il n'empêche que vous l'avez pas. Vous l'avez pas montré sous un jour désagréable particulièrement. Mais enfin, regardez, il se moque aujourd'hui, alors que hier, il n'a pas dit du mal. Enfin. Ah non, alors là, j'étais au contraire sur le plateau quand on a reçu Loana, peut-être le plus dur et le plus critique vis-à-vis de Loana, parce que. Mais c'est à cause de Stevie. Non, parce que je trouve dégueulasse parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que on oublie quand même qu'elle a toujours une petite fille abandonnée quelque part, qu'elle n'est pas allée la récupérer, et que je trouve que effectivement l'élan de popularité qu'on a versé, je veux dire, ça va, à un moment donné, elle gagne du fric, maintenant elle pourrait l'élever, sa gamine. Alors voilà, je suis désolé, oui, ça me choque, et je l'avais dit d'ailleurs sur le plateau. Voilà. Laurent, je trouve quand même, franchement, vous avez peut-être raison. Non, mais moi, je trouve que quand on connaît pas la vie des gens, on sait pas, je veux dire, mais si on la connaît, puisque, hélas, on nous la raconte partout. Vous pouvez pas balancer un truc comme ça, vous savez pas comment, vous savez pas ce qu'il y a derrière, je trouve ça un peu dur, je veux dire. Parce qu'il y a derrière rien, il y a rien derrière cette fille. Non, mais peut-être que c'est le vide, le néant, le total néant. Laurent, excusez-moi, mais je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle n'aille pas la rechercher, car ce serait imposer à cette petite fille de vivre avec sa mère. Vous vous rendez compte la catastrophe que ce serait? C'est très bien. Non. Il y a la SP. Ce qui est étonnant, c'est à quel point participer à la télé-réalité provoque chez les gens des sentiments exacerbés. Regardez pour Stevie, regardez pour Loana. C'est drôle, hein. C'est vous qui avez des sentiments exacerbés pour Stevie? Non, pourquoi? Moi, il a raison, je pense qu'il y a, ce sont des émissions qui provoquent du côté de la fascination ou du côté de l'horreur. Moi, je me rappelle quand même le petit Stevie lorsqu'on jouait au théâtre ensemble et lorsqu'il sortait, il y avait 20 mètres à faire jusqu'à son taxi puisqu'il rentrait en taxi. Il avait les jetons sur ces 20 mètres parce qu'on était sur les grands boulevards. Il avait peur d'être insulté. Il avait peur. Alors, il y avait l'homophobie qui jouait certainement, mais aussi ce que la télé-réalité provoque comme sentiment chez les gens qui ne sont pas très nobles. Évidemment, puisque ça provoque l'idée. En fait, c'est un truc d'identification. C'est moi aussi, je pourrais y être. Par exemple, voilà. Alors que bon. Mais c'est le syndrome de la bulle de savon. Je veux dire, ce sont des gens qui sont gonflés, qui brillent, et évidemment, tout le monde veut les toucher. Et dès qu'on les touche, ils explosent. Non, mais il y avait une très, j'espère que c'est pas Stevie qui avait dit ça, mais quelqu'un dans le premier loft était sorti, avait eu cette magnifique formule, avait dit, c'est bon d'être célèbre. Mais pour rien. C'est-à-dire, c'était intransitif. Je sais, et ça résumé de l'époque. Ah ben, il y a même, je vais vous dire, c'est assez incroyable. Peut-être vous avez vu ça dans le Parisien, ce matin. Il y a même un service, maintenant, qui propose pour les enterrements de jeunes filles ou enterrements, de jeunes garçons ou pour toute autre fête ou anniversaire. On propose aux gens de vivre pendant une journée comme des stars. C'est-à-dire que
ils savent pas exactement ce qui va leur arriver, mais pendant une journée, alors on leur fait aller on les fait aller dans des grands magasins, poursuivis par des paparazzis. Ils sont dans une limousine noire. Il y a des gens qui sont des comédiens qui viennent leur demander des autographes. Et pendant une journée, ils vivent la renommée, la célébrité, et même les vendeuses. Ce qui est drôle, c'est que donc sont des inconnus vraiment totalement des inconnus, quoi. C'est un couple qui va se marier bientôt, puis on leur offre ça. Et donc ils vont dans les magasins, poursuivis par des paparazzis, des personnes leur demandent des autographes, et petit à petit, d'autres personnes qui, évidemment, ne sont pas payées, leur demandent aussi des autographes, ne sachant absolument pas qui c'est, et les vendeuses des magasins qui disent, mais c'est qui ça, tu connais pas, tu sais, toi qui c'est? Ça c'est drôle, ça voilà. moi, je trouve ça amusant, ça. Je trouve même qu'on puisse s'offrir ça pour une journée pour déconner. Et puis alors, si on va jusqu'au bout, après, le soir, on prend des antidépresseurs, on a un contrôle fiscal, on prend de la drogue en boîte de nuit. Quand nous sommes allés à Cannes, qui est un lieu où on demande beaucoup d'autographes, combien de fois, alors évidemment peut-être pas vous, mais si, moi aussi, oui, bien sûr. Mais combien de fois on a vu effectivement des gens venir nous demander des autographes, et puis ça s'accumulait, et au bout de quelques temps, 5-6 personnes. La personne qui vous demande l'autographe part en disant, qui sait, regarde le nom, en disant Gérard Miller. Et c'est mais c'est tout le temps, et encore comme ça, et pour tout le monde. J'ai entendu Douste Blazy, notre célèbre ministre qui est des à la Affaires fête, étrangères, célèbre qui a été, au Maroc surtout. Oui, au Maroc, oui, qui a été à un moment donné ministre de la Culture, je crois. Hein, oui. Ça a pas ça remarqué. Hein, on l'a oublié, mais lui aussi. Et j'ai entendu un jour raconter une histoire complètement louche sur le festival de Cannes. Il va donc au festival de Cannes en tant que ministre de la Culture, et il y a un type qui l'arrête dans la rue en lui disant, j'aime beaucoup vos films. Oui, ça c'est. Et c'était même pas de l'humour. On va rester dans le cinéma avec Monique Pantel, ce sera dans un instant, après la pub. On va se gêner. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je monte en grade. Ah, pourquoi? Parce qu'avec les beaux jours, mon quartier est plein d'étrangers. Du coup, c'est vrai ce que je vous raconte, dans mes bistrots et restos, je suis devenue interprète. Ah oui? Ou plutôt sémaphore. Foie gras, je montre à droite. Rognon au-dessus des fesses. Et tout n'affiche, je sais le dire, tout n'affiche. Thank you very much, tout le monde est content. C'est pas génial, ça? Ah, vous avez une belle vie, Monique. J'ai une belle vie. Mais vous allez au cinéma quand même encore. Oh là là, énormément. Cette semaine, alors là, j'ai pété les plombs. J'en ai vu plus que jamais. Est-ce que vous avez vu Camping, le Oui. film de Fabien Antoniente avec Gérard Lanvin, Mathilde Seigné, Franck Dubosc, évidemment, et Claude Brasseur, entre autres? Entre autres, mais il est très bien. J'ai beaucoup ri. Ça vole pas très haut, comme on dit, mais c'est vachement rigolo. Co-scénariste et acteur, Franck Dubosc est dans son meilleur rôle. Il nous donne un film à poil et au poil, un camping au bord du bassin d'Arcachon que je connais bien. En août, les habitués arrivent et tout de suite, c'est super marrant. Claude Brasseur, c'est le râleur de service, que sa femme essaye d'un peu tempérer. Mylène de Mongeau, très bonne d'ailleurs. Toujours formidable. Le Franck Dubosc, lui, il est en slip et qui moule toutes ses bijoux de famille. Gérard Lanvin est le snob égaré dans ce camping. Il fait que râler lui aussi, mais parce qu'il trouve que c'est pas bien les pipis communs, les douches communes et tout ça. Mathilde Seigné, elle le montre ses fesses parce qu'elle est cocu et pas résignée. Elle dit à son mari, tu les vois, tu les toucheras plus jamais. En fait, c'est la commedia dell'arte d'un camping. C'est irrésistible et j'y ris tout le temps. Et ça marche très bien, il faut dire que ça marche très fort. Très bien démarré dans les salles depuis mercredi. Oui. On passe aux filles du botaniste. Eh ben, c'est un très joli film. C'est-à-dire, comment il s'appelait l'autre là? Machin, au féminin. Brokeback Mountain au féminin. Oh là là, heureusement que je suis, hein. Heureusement. C'est au féminin, mais c'est en plus poétique. Vous voyez, moi je trouve que c'est très joli. Et là, ce sont deux femmes qui s'aiment. Ce sont deux jeunes filles. Non pas deux cow-boys, mais deux filles de botanistes en quelque sorte. Enfin, il y en a une fille de botaniste qui s'ennuie avec son père qui est chiant comme la pluie, et une fille qui arrive pour être stagiaire chez le père, et toutes les deux tombent dans les bras l'une de l'autre. C'est pas cochon, attention, hein. C'est juste sentimental et c'est très joli. C'est un bon film. Isabelle Motro. Oui, moi j'ai trouvé que c'était surtout magnifique. Il y a des paysages, ça a été tourné au Vietnam, parce qu'il faut dire quand même que le sujet de l'homosexualité est absolument interdit en Chine, et interdit de l'évoquer même, c'est-à-dire que même le tournage n'a pas pu avoir lieu en Chine, alors que c'est un film censé se passer en Chine. C'est très très beau, il y a un jardin reconstitué dans lequel vit ce botaniste. Rien que pour ça, je trouve, c'est une façon de filmer les plantes et puis les secrets des plantes qu'on ne connaît
très mal, nous, qui est formidable. Alors passons à Transamerica, un film plutôt bien apprécié par la presse. Transamerica, c'est un beau film. C'est l'histoire très pudique et très bien montrée d'une transsexuelle, c'est-à-dire d'un mec qui va se transformer en femme, qui est habillé en femme et qui traverse les États-Unis pour l'opération. Félicité Ullman, qui fait le rôle, elle est géniale. Félicité Hoffman, oui. Elle est géniale. Il faut aller voir ce film pour elle. C'est sobre et poignant et on croit à tout. Isabelle Motro. C'est un des films les plus bouleversants moi, que j'ai vu ces derniers temps. Et pourtant, je veux dire, on pourrait se dire un sujet sur un transsexuel qui retrouve un fils de 17 ans, tout ça. Bon, ça semble pas très proche de soi. Et si, justement, ça parle de l'intime, ça parle de l'amour, de l'estime de soi, de ce qu'on est et de ce qu'on a envie de devenir, sans aller jusqu'à être transsexuel forcément. Mais il y a quand même de ça. Et c'est, c'est un film bouleversant et magnifique. C'est-à-dire que quand c'est fini, on pleure par moments, mais quand c'est fini, ça donne une impression d'optimisme quand même sur le monde et sur les êtres humains. Elle est géniale, elle. Ah ouais, elle est extraordinaire. Félicité Hoffman dans Transamerica, un ami parfait, un film de Francis Giraud avec Antoine Decaune. C'est l'histoire d'un type qui justement devient amnésique parce qu'il a reçu un coup sur la tête. Et moi, je suis devenue amnésique aussi en voyant ce film. Je m'en souviens absolument pas. Oh. C'est une autre façon de dire, Laurent, que je veux pas en parler. Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Parce qu'elle aime bien Francis Giraud. Voilà. Et qu'elle veut pas dire du mal de son film, je pense. Isabelle Motro. Moi, je te trouve sévère parce que moi, j'ai bien aimé. J'ai surtout été touchée par Decaune, que je trouvais pas toujours au top comme comédien dans d'autres films. Et là, il joue pas une comédie parce que c'est pas du tout une comédie. Hein. C'est quand même une enquête et policière et psychologique. Et moi, je me suis laissée prendre à cette enquête. Je me suis demandé moi aussi qu'est-ce qui se cachait dans le passé de ce mec et pourquoi il avait été agressé. Et j'ai trouvé que Decaune était assez juste. Libération qui n'est pas tendre dit que c'est le premier vrai rôle de Decaune et ça n'est pas faux. Et puis il faut préciser que dans les films de mémoire, celui-là est assez original puisque ce que Decaune découvre, c'est que il a perdu la mémoire des 2 derniers mois. Et donc il découvre que ce qu'il est devenu dans ces 2 derniers mois est un type qui ne lui ressemble absolument pas, un type horrible. Et il se demande comment j'ai pu devenir ce type-là. C'est très original par rapport justement au film habituel de mémoire. Et c'est un film policier, moi, que j'ai trouvé tout à fait. Mais c'est vrai que la critique est curieuse sur ce film. D'ailleurs, on a un vrai panorama là, ou plutôt une vraie représentation de ce qu'on a pu lire dans les différents journaux. Parce que vous, Gérard et Isabelle, vous semblez bien avoir aimé. Monique Pantel préfère même pas en parler. Et franchement, moi, de ce que j'ai vu dans les journaux, c'est que plutôt, effectivement, Libé fait un papier qui me semble quand même plutôt de complaisance et de connivence sur ce film de Francis Giraud qu'on aime bien. Peut-être aussi parce que, effectivement, je crois savoir que le producteur a disparu Hubert Balzan au début du film. Mais j'ai vu des critiques terribles sur ce film, d'un ennui mortel. Ah bah c'est ce que j'ai pu lire. Oui, d'accord. Donc faut savoir, est-ce qu'on dit aux gens, sous prétexte que le producteur est décédé et que c'est des copains qui jouent dedans ou qui l'ont réalisé, c'est bien, il faut y aller, ou est-ce qu'on dit la vérité? Non, mais je pense que la vérité, c'est que c'est un film un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est un film qui joue beaucoup sur l'ambiance et sur le rôle de Decaune, et que je pense que si on est pris dans et ça il y a beaucoup de films comme ça, si on est pris dès le début dans cette ambiance, si on joue le jeu, si on marche, alors on est entraîné jusqu'au bout. Il y a quand même un vrai problème sur le cinéma, c'est-à-dire que je n'ai pas vu Camping, et il y a aussi beaucoup de copains à moi dedans, mais on en a quand même beaucoup parlé. Je trouve complaisance aussi à l'égard de ces grosses machines par rapport au film de Giraud, qui est un film travaillé, pensé. C'est vrai que c'est des films. Non mais Monique, les films de Giraud et celui-là en particulier, c'est vrai que c'est des films pensés, travaillés, écrits. C'est pas la même exigence. Et c'est un bon polar, plutôt. Donc voilà. Et après, très bien, les gens vont aller voir Camping peut-être, je ne sais pas. Mais c'est dommage de ne pas voir le film Giraud qui est vraiment réussi. Vraiment réussi. Et je rappelle que Gérard Miller a beaucoup travaillé avec Francis Giraud sur ses précédents films. Et que je suis très content avec Franck Dubosc aussi. Klimt, le dernier film de Raoul Ruiz. Eh ben c'est bien raté. C'est un film raté sur un peintre très célèbre, soi-disant, Klimt, un Autrichien. Enfin, je ne le connais pas, moi, votre Klimt. Enfin, il est très célèbre. Et surtout, il a défrayé la chronique, il faisait mettre les femmes à poil et tout ça. Bon, c'est très rasoir, c'est pas bon du tout. Malkovich est encore pire que d'habitude. On va retenir surtout que vous avez adoré, Isabelle et Monique, les filles du botaniste que vous conseillez fortement. Vous avez ri à Camping, Monique Pantel. Oui, beaucoup. Vous conseillez surtout l'une et l'autre aussi
le film Transamerica avec Felicity Huffman. Et pour ceux qui aiment Francis Giraud et Antoine Decaune, un ami parfait, on aura compris, c'est bien résumé. À vendredi prochain, Monique Pantel, on vous embrasse. Des petits conseils avant de partir, Gérard? Oui, d'aller voir Quand on peut Klimt, qui est un des plus grands peintres. Mais c'est fini, il me semble. C'est malheureusement fini. C'était une des plus superbes expositions que j'ai vues il y a quelques semaines à Paris. Dans un tout autre genre, en région parisienne, aujourd'hui, demain et dimanche, à Saint-Jean-de-Beauregard. C'est dans l'Essonne, c'est dans le château de Saint-Jean-de-Beauregard, la traditionnelle fête des plantes vivaces. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais rien que l'intitulé m'amuse. La fête des plantes vivaces. C'est des plantes qui ne meurent pas. Voilà. Bah, très bien. Non, pas du tout. Enfin bon, bref, peu importe. Une fête de plantes vivaces ou pas, c'est une fête vachement importante pour les jardiniers parce qu'on peut y aller et acheter des plants, des boutures, etc. Donc c'est vachement important. C'est pour le 21e festival des plantes vivaces que peut-être vous replanterez après dans vos résidences secondaires, mais nous reparlerons de ce livre d'Isabelle Motro la semaine prochaine. C'est une amie.